à quel moment nous sommes devenus la WWE. J'aimerais bien qu'on me le dise parce que actuellement, les matchmaking à l'UFC, c'est honnêtement devenu n'importe quoi. Parce que là, on a Justin Gaethje qui refusait de se battre ou de combattre depuis un an, qui se retrouve maintenant dans un titre intérimaire avec Paddy Pimblett. On aura en janvier le nouveau deal Paramount qui va démarrer avec une carte qui, à mon avis, n'est absolument pas si hypante que ça. Je ne suis pas particulièrement hypé. Les gens en font tout un plat et j'essaie de comprendre pourquoi les gens en font tout un plat par rapport à cette carte. Surtout avec tout ce qui entoure cette carte et on va en parler dans la vidéo. On a toute l'histoire d'Arman Tsarukyan qui se fait encore snobber une fois de plus. On a Lerone Murphy et Movsar Evloev qui se font encore plus snobber que Arman. Avec ces trois, je me demande qui est dans la situation la plus triste. On a bien sûr l'obsession de l'UFC avec un champion mexicain. On croirait que Alexander Volkanovski est un agent de l'immigration américaine. Oui, je sais que la blague est limite, mais elle est dans l'air du temps, malheureusement, parce que entre Ortega, du moins Brian Ortega, Yair Rodriguez qui hume l'air constamment et arrive toujours à se retrouver dans un combat pour la ceinture. Maintenant, on a la même chose avec Diego Lopez. Donc déjà, commençons directement avec cette annonce de combat entre Gaethje et Paddy pour le titre intérimaire des poids légers parce que Topuria serait en instance de divorce, donc il serait indisponible. J'espère que ça se passera bien. On verra, entre parenthèses, on verra, parce que ça fait des années que les gens nous disent que sa femme est riche, etc., etc. Donc, si réellement sa femme est si riche que ça, il devrait ressortir de ce divorce avec un petit pactole. Normalement, quand on se base sur la façon dont les lois sont écrites, il devrait ressortir de ce divorce avec un petit pactole. Mais moi, j'ai toujours dit que sa femme n'était pas riche et j'avais fait un thread sur ça sur Twitter et je l'avais prouvé, mais à la fin de la journée, les gens ils racontent ce qu'ils veulent, pour être honnête. Je me suis assez vite rendu compte que les preuves n'intéressent pas forcément les gens, c'est ce que les gens pensent, c'est ça qu'ils vont raconter. Donc, bref. Mais ce divorce nous fixera sur cette situation de qui est riche entre les deux. Donc oui, c'était une petite parenthèse. Donc on a Gaethje qui, après avoir été salement battu, et c'est une façon très diplomatique de le dire, après avoir été salement battu par Max Holloway, est juste resté assis chez lui, envoyait tous les 3 mois des menaces, comme quoi s'il n'a pas un combat pour la ceinture, il va bouder, il va partir. Mais force est de constater que on commençait de moins en moins dans un sport sérieux. Donc, force est de constater que Gaethje, après avoir été battu, disons salement une fois de plus, il trouve un moyen de se retrouver dans un combat pour le titre après ce type de chaos, sans avoir techniquement rien fait. Après pratiquement un an et demi de vacances, il revient pour un combat pour la ceinture contre qui? Contre Paddy Pimblett, qui a à son actif Michael Chandler, qui est plutôt suspect. Normalement, je ne pense pas qu'en 2025, on devrait se retrouver dans un combat pour la ceinture après juste avoir battu Michael Chandler. Mais une fois de plus, on commence à être un sport de moins en moins sérieux. Ça commence littéralement à être de la WWE ici, parce que j'aimerais comprendre ce qui se passe. Oui, j'ai déjà dit dans le passé, et j'ai toujours cet avis que bon, de temps en temps, il faut pousser un peu les combattants, il faut un peu les encenser. Mais je ne parlais pas de népotisme pur et dur qui vient directement des républiques en griffes les plus bananières que tu puisses trouver. C'est une expression en parenthèse. Pour ceux qui pourraient commencer par péter une durite par rapport à cette expression, c'est une expression. République bananière. Ce qui veut dire que le népotisme, là, ne fait aucun sens parce qu'il y a plein de combattants. Dans les 2 divisions concernées, on va parler tout à l'heure de Volkanovski et des poids plumes. Dans les 2 divisions concernées, il y a des combattants qui méritent, qui sont en place et pour une quelconque raison, on ne veut pas leur donner leur chance. Donc là, on a Gaethje et Paddy qui ne méritent absolument pas. C'est un beau combat, mais moi, ce qui me refroidit, c'est que ce soit pour la ceinture intérimaire. Et là, maintenant, subitement, on nous dit que la ceinture intérimaire fait du sens. Après 2 ans et demi ou 3 ans de John Jones qui se grattait les burnes avec la ceinture indisputée, qui combattait Stipe, qui faisait ce qu'il voulait, pendant que
à cette époque, Aspinall était son intérimaire et on nous disait non, rien à foutre d'Aspinall, ça importe peu. Là, maintenant, ça aura une importance parce que Dana White nous dit que celui qui deviendra champion intérimaire combattra à 100% combattra à 100% Ilia Topuria. Mais Dana, où était ce discours quand Tom Aspinall suppliait le monde entier pour avoir sa chance face à John Jones? Vous l'avez totalement ignoré. Donc maintenant, la ceinture intérimaire a de nouveau une importance. Ouais, parfait. Voilà le sport dans lequel on est. C'est pour ça que quand je vais faire certains tweets sur Twitter, on va me dire, ouais, bref, les gens vont venir raconter ce qu'ils... Je veux bien débattre. J'ai toujours eu cet esprit sur Twitter, je suis toujours ouvert à la discussion, c'est le type de personne que je suis, mais honnêtement ça fait quelques mois que je ne réponds plus à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui viennent juste et des fois je regarde, je me dis ok, qu'est-ce qui te passe par la tête, et honnêtement je ne veux pas chercher à savoir, parce qu'il y a des gens qui défendent déjà cette histoire, ils sont peu, mais il y en a qui défendent ça et limite ils sont hypés par ça. Moi je ne suis absolument pas hypé, ça me refroidit un peu, parce qu'on a dans la division Arman Tsarukyan, qui littéralement la semaine passée combattait Dan Hooker pour soi-disant la place de contender numéro 1. Et subitement, Arman Tsarukyan a gagné. Et maintenant, on nous dit que, en fait, non, ce combat n'était finalement pas pour la place de numéro 1. Alors que Arman Tsarukyan est numéro 1 depuis bientôt 2 ans, voire 3 ans. Il a combattu Oliveira en avril 2024. Donc, dans quelques mois, ça fera 2 ans qu'il est le contender numéro 1 et on ne lui donne pas sa chance. Maintenant, on rentre dans le nerf on touche le nerf de la guerre là parce que il y a des gens qui me disent « Ouais, c'est justifié parce que l'UFC est fâché. » Écoutez, cette histoire de l'UFC est fâché, c'est de la merde. Excusez les termes, mais c'est de la merde. Parce que si on était vraiment dans un sport sérieux, oui, ils auraient raison d'être fâchés. Mais je commence à penser chaque jour qu'on n'est plus dans un sport sérieux parce que à travers toutes les années, si on se base simplement sur le comportement de certains combattants, Arman qui se déplace une vertèbre parce qu'il veut faire le Casanova il veut faire le Casanova pour Nina Drama, ce n'est pas la fin du monde. John Jones, comme je l'ai dit sur Twitter, a terrorisé et continue de terroriser la pauvre communauté d'Albuquerque. Ça n'a jamais dérangé l'UFC, ce n'était jamais assez. John Jones a floppé à multiples reprises des combats pour le titre. Ça n'a jamais dérangé l'UFC. Ça ne les a jamais fâchés au point où ils ont snobé plusieurs fois John Jones. Récemment, qui est celui qui a encore humilié l'UFC? Pendant 2 ans et demi, 3 ans et demi, pendant que Dana sortait chaque semaine pour nous dire que le combat va arriver à 100%. C'est qui? John Jones. Il a esquivé Aspinall pendant des années. Ça n'a jamais dérangé l'UFC. Ils ne sont pas assez fâchés. Et c'est sûr qu'ils nous ramèneront encore le dôme de John Jones sur la carte de la Maison Blanche l'été prochain. Amanda Nunes face à Valentina Shevchenko. Avant qu'on ait Valentina Shevchenko face à Weili pour le combat de la GOAT féminine, on avait Valentina Shevchenko face à Amanda Nunes. Amanda Nunes a annulé à quelques heures du combat. L'UFC n'était jamais fâché. Amanda Nunes deviendra la chouchou de tout le monde à l'UFC. Elle prendra sa retraite et là, elle est sur le point de revenir justement sur cette carte. Whittaker qui a annulé à la dernière minute un combat pour le titre face à Kevin Gastelum. L'UFC n'a jamais été fâché parce que Whittaker est venu en septembre 2021 ou 2020, je le dis juste de mémoire là, il est venu juste après pour affronter Israël Adesanya pour la ceinture indiscutable parce qu'il a bien su garder sa ceinture. L'UFC n'a jamais été particulièrement fâché contre Robert Whittaker. Ils auraient pu lui prendre sa ceinture, dire non, tu as annulé à la dernière minute parce que tu avais eu, je pense qu'il avait eu une situation avec de l'appendicite, si j'ai bonne mémoire. L'UFC aurait pu dire, oh non, on va t'arracher la ceinture et Kevin et Israël vont combattre pour le titre indiscutable. Et des exemples comme ça, il y en a eu constamment. Donc, il faudrait qu'on arrête de nous bassiner avec ce que Arman Tsarukyan a fait, c'est la fin du monde. Et moi, j'ai déjà donné ma théorie. Moi, ma théorie est que Arman, la position dans laquelle il est, où il n'a pas besoin de l'UFC, il le voit un peu comme quelqu'un qui ne peut pas contrôler. Et c'est réel. Si Arman prend cette ceinture, ils ne pourront pas contrôler Arman. Ils vont le contrôler à quoi? Je n'ai pas assez d'argent, donc je dois combattre. C'est pas avec ça qu'ils vont le contrôler, parce que c'est ça, ils contrôlent tous les combattants. Il y a plein de combattants qui sont censés combattre pour la ceinture, mais finalement, ils ratent leur chance parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour attendre. Il y a quelques semaines, on a encore eu l'exemple avec Sean Brady, qui était clairement le prochain. Mais parce qu'on devait faire
l'adversaire des soi-disant champ. Le gars a pris un autre risque et il s'est fait détruire par Morales et il pourrait ne plus jamais avoir une autre chance pour la ceinture. C'est comme ça qu'il contrôle les combattants. Donc Arman, le gars, il roule en Lamborghini Urus. Il est blindé et techniquement, c'est un passe-temps, ce truc. Ce truc, c'est un passe-temps pour lui. Et quand il lui donne les 50 000 ou les 100 000, le gars, il utilise ça pour acheter des montres. C'est un passe-temps pour lui. Donc, pour eux, ils ne peuvent pas en fait contrôler ce type de gars. Ils ne peuvent pas le contrôler. Mais une fois de plus, ce n'est pas prouvé, c'est ma théorie. Parce que à part ça, qu'est-ce que Arman aurait fait de si grave? Qu'est-ce que Arman a fait de si grave? Moi, j'essaie de comprendre. Il n'a rien fait de si grave si on se base sur le passif que d'autres combattants ont eu à l'UFC. Et c'est ce qui arrive depuis maintenant 2 ou 3 ans. On commence à avoir tous ces combats qui ne font aucun sens. Le classement ne sert plus à rien. Et j'ai déjà fait la critique. Même la semaine passée, j'ai fait une vidéo sur Jake Paul et c'était une critique que j'avais faite à la boxe. Mais là, il faudra qu'on commence à faire la critique au MMA. À quoi sert le classement en fait? Si les combattants montent, c'est Chine à la tâche, ils arrivent dans le top 2, top 3, top 5 et on ne veut pas leur donner leur chance et on donne des chances à des gars juste random. Et depuis 2 ou 3 ans, j'ai l'impression que c'est ce qui arrive. On a Makhachev qui affronte Poirier avec toute l'histoire du Legacy. Donc, dans Khabib nous parle H24. Legacy, ok. J'aime bien Poirier, c'est l'un de mes préférés, mais avec d'autres personnes, il ne méritait pas. Mais c'était un beau combat, on ne le nie pas, c'était intéressant à voir. 2e chance de Poirier, tout était positif. Même moi, j'ai fermé les yeux, mais factuellement, Poirier n'avait rien à faire face à Makhachev. On a Sean O'Malley qui affronte Chito Vera pour sa première défense parce qu'il savait que juste derrière, il allait avoir Merab. Et on devait faire entrer une première défense pour essayer de voir si un temps on ne pouvait pas court-circuiter Merab. Dieu merci, Merab ne s'est pas fait court-circuiter et on a vu le résultat, il a battu Sean. Qu'est-ce que Chito Vera avait à faire face à Sean O'Malley? Rien. Qu'est-ce que ces trucs, qu'est-ce que ça veut dire? On a par exemple Pennington qui était devenue championne, qui affronte Juliana Pena. Juliana Pena qui était sur la paille depuis pratiquement 2021. Il faudrait que je vérifie, mais elle était sur la paille depuis pratiquement 2-3 ans. Et elle revient directement d'un combat pour le titre. Et on me dit que nous sommes encore un sport sérieux. Du moins du point de vue de l'UFC, peut-être que dans d'autres organisations, je suppose même que dans d'autres organisations c'est différent. Mais du point de vue de l'UFC, on me dit que c'est encore une organisation sérieuse. Oui, j'aimerais bien qu'on pousse un peu, qu'on encense un peu des combattants, mais je ne parle pas de ce népotisme totalement dévergondé. Là, j'utilise de gros mots. Totalement dévergondé. Je ne parle pas de ça. On a Pereira face à Rountree Junior aussi. Bon. Rountree Junior, c'est un peu différent. Mais quand même, moi, j'étais quand même étonné quand le combat était annoncé. Mais Pereira, il avait tendance un peu à nettoyer un peu la division. Donc bon, ça fait peut-être du sens, mais Rountree était quoi? 8e ou 9e? Il n'est vraiment personne dans le top 5. On a Umar face à Merab. Ok, oui, on va me dire, oui, Umar a battu Cory Sandhagen qui était 2e, 3e ou 4e. Oui, je comprends tout ça. Mais Umar avait sauté de l'autre là. L'autre qui a perdu. Umar avait sauté de l'autre là. Comment il s'appelle? Beksat Almakan ou quelque chose. Celui qui a perdu le week-end passé. Il avait sauté d'un gars qui n'est même pas classé. Le gars a encore perdu. Il est bon, mais il a perdu le week-end passé. Et quand Umar l'avait affronté, aucun des deux n'était... Almakan et lui n'étaient pas classés. Et Umar est passé d'un combat où ils n'étaient pas classés à Cory Sandhagen qui était quoi? 3e ou 2e. Et il est passé de Cory à Merab, qui était le champion. De quoi on parle? On a bien sûr l'exemple mythique de John Jones qui a un champion intérimaire qui évite même de dire le nom de son champion intérimaire et va affronter Stipe qui est à la retraite. Stipe, la dernière fois qu'il avait combattu avant John Jones, c'était quand il avait affronté Ngannou en 2021. Et bien sûr, là, pour la transition, on a Diego Lopez qui va affronter une 2e fois Alexander Volkanovski, alors que Alexander Volkanovski l'a dominé. Dominé, totalement. Moi, quand je regarde tout ça, moi, j'ai pas l'impression que je suis dans un sport sérieux où le classement fait du sens, où ceux qui méritent, où les meilleurs combattent les meilleurs. Alors que pendant des années, c'était le reproche qu'on a fait à la boxe. Donc, j'essaie de savoir ce qui se passe. Est-ce que ce sera ça l'ère Paramount? J'en ai déjà parlé en long et en large. Le type, c'est pas vraiment le type de vidéo qui intéresse les gens. Mais cette histoire de Paramount, c'est très, très intéressant. D'ici, je pense que à un niveau peut-être, je sens déjà que c'est pas le type de choses qui va intéresser, mais je vais quand même le faire. Mais à un niveau, on va parler de tous ceux qui possèdent l'UFC maintenant, parce que ça ne fait aucun sens. Ça ne fait absolument aucun sens. On n'est plus dans un sport sérieux, du moins on est de moins en moins dans un sport sérieux, si vous voulez mon avis. Je vais finir avec Volkanovski et Diego Lopez parce que là, voilà encore un autre désordre dont on parle. Volkanovski a dominé, a battu Diego Lopez il y a de cela quelques mois, je pense que c'était en avril le combat.
pour la ceinture. Déjà, on ne sait pas. Déjà, à cette époque, Lopez a été choisi. Je me suis dit, est-ce que c'est le bon choix? Parce que, oui, nous ne sommes pas, même moi, je ne suis pas forcément fan d'Evloev, mais le gars, il mérite sa place. Donc, je m'attendais peut-être à ce que ce soit Evloev, mais finalement, c'était Lopez. Et il s'est fait dominer. Je ne sais pas. Bon, c'est sûr, ils savent ce qu'ils font, mais il s'est fait dominer dans ce combat. La réalité est que Diego Lopez n'arrivait pas à couper les trajectoires de Volkanovski. Et il combat avec Alexa Grasso aussi. Et c'est un problème que moi, je pense qu'ils ont dans leur gym. Parce que quand j'avais vu Alexa Grasso face à Natalia Silva, elle n'arrivait pas à proprement faire la même chose face à Natalia Silva. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux, mais à chaque fois... Volkanovski ressortait des échanges sans pratiquement rien. Donc techniquement, même si je sais qu'il n'a pas eu de KO et que Diego Lopez a eu quelques moments où il était sur le point de choper Volk sur un florilège de coups. Oui, le même florilège de coups qu'on connaît. On ne dit pas que Diego Lopez ne peut pas battre Volkanovski, mais s'il le bat, ce sera sur un florilège de coups. Il va rentrer dans un échange, il va mettre tout plein de patates et peut-être l'une va avoir Volkanovski qui est déjà plutôt touché quand on pense à son KO face à Islam et on pense aussi à son KO face à Topuria. Il commence à avoir quelque chose là, donc Volkanovski est susceptible à se faire KOter. À ce stade de sa carrière aussi, il est aussi plutôt vieux, il est champion depuis 2020, ça fait 56 ans. Si on oublie un peu la période où il a perdu sa ceinture avec Topuria, ça fait 56 ans qu'il est champion, ou bien qu'il est tout le temps dans des combats pour la ceinture, c'est pas simple. Ce n'est pas simple. Donc là, c'est sur ça que l'UFC est en train de compter. Ils espèrent que Lopez va venir encore une deuxième fois comme un bourrin, lancer un florilège de coups et peut-être avoir Volkanovski. Parce que c'est ça ou c'est une défaite de Lopez. Moi, je ne vois pas. Parce que Lopez, techniquement, il n'est pas dans la même catégorie que Volkanovski. Et on l'a vu dans ce combat. Du moins, moi, je l'ai vu. Et ceux qui regardent d'une certaine façon les combats l'ont vu aussi. Du moins, j'espère qu'ils l'ont vu. Donc, c'est ça. Et pourquoi l'UFC fait ça? C'est leur obsession avec le Mexique. Honnêtement, je me suis rendu compte de cette obsession un peu tard. Même récemment, relativement récemment, c'est cette année que je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, mais en fait, ces gars, ils sont peut-être obsédés par le Mexique. Et quand tu penses à tout ce qu'ils font par rapport au Mexique et tout, je me dis, il y a quand même une obsession. Parce que déjà, on a, dans cette division, on a Yair Rodriguez qui respire et se retrouve dans des combats pour la ceinture. Et j'ai l'impression que ce sera la même chose avec Diego Lopez. Alors que pendant ce temps, pour finir, on a Leron Murphy qui sort d'un bon KO. Mais il n'a pas trop de hype. Il n'est pas trop connu. Mais le gars, il mérite. Donnez-lui sa chance. Et tout à l'heure, j'ai parlé aussi de Movsar Evloev. Evloev aussi mérite. C'est vrai, ce n'est pas le plus excitant comme combattant. Il n'offre pas les meilleurs combats d'un point de vue esthétique ou hype. Mais le gars, il mérite. Ces deux méritent. Donnez-leur leur chance. C'est n'importe quoi, honnêtement. C'est pour ça que je dis c'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe avec ce sport? Moi, honnêtement, de temps en temps, ça me dégoûte. Et je ne sais pas, parce que moi, c'est parce que j'ai connu. On est dans un sport. Quand les combattants se hissent dans le top 2, top 3, top 5, et ils sont bien alignés, donnez-leur leur chance. Ce n'est pas un concours de followers Instagram. Et c'est n'importe quoi. Donc, là, je vais finir en disant, je comprends maintenant pourquoi Ali Abdelaziz nous dit que le combat à faire, ce serait Makhachev-Ousmane. Parce qu'il est confiant. Et pourquoi ne pas être confiant quand tu vois ce type de désordre, en fait? Parce que quand on regarde à quel point cette division des welter est chaude, ils veulent encore ralentir, du moins Ali, Khabib et toute la fine équipe, ils veulent encore ralentir la division en nous mettant un Ousmane. Et j'ai rien de particulier contre Ousmane, j'ai rien contre Ousmane même. Mais oui, il a battu Buckley, mais avant Buckley, sa dernière victoire remontait à 2022. Pendant ce temps, dans la division, on a tout plein de nouveaux combattants qui représenteront un réel danger ou un réel challenge pour Makhachev. Mais ils vont juste refuser d'affronter ces nouveaux combattants. On va encore ralentir la division parce que Makhachev, c'est maximum 2 combats par an. Si tu es chanceux. Sinon, c'est un combat par an, Makhachev. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ce sport devient? Bref, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais parler de ces bêtises qu'on va sûrement continuer à connaître avec Paramount. Là, on quitte ESPN, mais je l'avais dit dans ma vidéo qui débriefait l'accord avec Paramount. Je ne pense pas que ça va s'améliorer d'un point de vue matchmaking et tout. Je ne pense pas que ça va s'améliorer. Ça commence à être plutôt agaçant. Et je ne sais pas si les gens de Paramount savent exactement pourquoi ils ont payé. Après, eux, ils ont payé pour faire grandir leur fanbase.
Mais je ne sais pas si d'un point de vue hype et tout, d'un point de vue sportif, ils savent exactement pourquoi ils ont payé. Mais je suppose qu'ils vont le découvrir assez vite. C'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé ce débrief du népotisme qui est en pleine puissance à l'UFC actuellement, likez la vidéo, commentez, donnez-moi votre avis, partagez-la avec des amis qui aiment le MMA et on se dit à la prochaine.